Bonjour Karim, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau live de Free Work. Nous voici connectés comme prévu, midi et quart. Nous sommes d'une précision redoutable. Merci beaucoup Karim d'être connecté avec nous aujourd'hui. Ça y est, ça commence déjà Avec plaisir. à s'agiter sur les commentaires. Parfait. J'ai une question pour vous. Vous nous dites bonjour, mais dites-nous, est-ce que vous travaillez en direct avec les clients ou est-ce que vous faites appel à un intermédiaire entre votre client et vous? Ça va être la question du jour. Donc, bienvenue à tous pour un sujet qui nous tient à cœur et qui tient à cœur Karim, le développement du business contractualisé en direct. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, merci encore d'être parmi nous. Est-ce que tu as une communauté engagée, Karim, sur LinkedIn? Je crois bien. Et je pense qu'ils sont tous là aussi pour t'écouter. Ça fait plaisir. Il donne de la force, on aime bien. On aime cette C'est mentalité. Eh ouais, c'est sympa. Le principe du live, je vous le rappelle, c'est de pouvoir aussi et surtout répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des interrogations, des réactions suite aux échanges qu'on peut avoir avec Karim, de nous poser les questions. Et comme ça, bah, moi, je vous ferai porte-parole. Je serai la porte-parole de vos questions pour que nous allions dans les recoins. Nous allons chercher de la part de Karim des astuces, plein de choses pour pouvoir vous permettre de développer au mieux votre activité, puisque pour nous, c'est important chez Freework d'accompagner nos free dans le développement de leur business. C'est un vrai sujet. Alors, on a des réponses. On a des réponses. Je passais par un intermédiaire, j'en passe pas. Il y a un peu de tout. Euh, Est-ce que c'est une vraie volonté aussi de passer en direct? Pas forcément, on pourra en discuter avec Karim aussi. Je suis pas sûre que tout le monde ait envie de contractualiser en direct. Ça, c'est un avis assez perso pour le coup. Mais voilà, c'est des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Avant ça, je vous propose une petite présentation de Freework parce que bah quand même, on est là pour ça, évidemment. Donc Freework, c'est la plateforme dédiée aux talents IT de la tech. Aujourd'hui, nous avons plus de 17 000 personnes qui sont connectées sur la plateforme pour retrouver une mission, un job, pour pouvoir développer son activité, mais aussi, et c'est la force de Freework, de pouvoir échanger au sein du forum, de trouver de l'information au sein du blog. C'est comme ça que nous faisons vivre notre communauté, grâce à des échanges entre pairs. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ces lives en se disant, bah, ça serait sympa et convivial d'inviter des experts pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et donc, Karim, attention, on va avoir beaucoup de questions euh, pour que voilà, vous puissiez vous sentir mieux dans votre métier de tech, que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant que freelance. Voilà qui nous sommes. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, n'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est entièrement gratuit et vous pourrez découvrir tout ce que propose la plateforme. Et toi, Karim, alors, nous, on t'a identifié, on a choisi, on est allé te chercher parce que, bah, du bruit sur LinkedIn. Et donc, on s'est dit, ça pourrait être intéressant que tu viennes nous raconter ce que tu sais et ce que tu fais. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, donc déjà, je vous remercie une fois de plus hein, pour l'invitation sur un sujet en effet qui intéresse beaucoup de monde. Donc moi, je m'appelle Karim Bellamri, je suis mentor pour freelance qui travaille dans la tech et dans l'industrie depuis bientôt 3 ans. Et c'est très simple, en fait, j'aide ces freelances à trouver des clients. Donc que ce soit à travers des intermédiaires ou que ce soit pour contractualiser en direct, donc à travers des startups ou des PME, donc des entreprises où c'est possible de contractualiser en direct. Donc moi, j'accompagne différents types de freelance sur différents types de domaines. Donc on va avoir des chefs de projet, des ingénieurs, des architectes, des développeurs, et dans des domaines différents comme la cyber, comme le web, comme le contrôle commande, comme la mécanique. Donc c'est des sujets qui sont assez divers. Et là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire plus un focus sur la contractualisation directe parce que c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les freelances pour des raisons qu'on pourra aborder peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment est-ce que je peux faire si bah, je ne veux plus passer par un intermédiaire? Comment est-ce que je peux faire si je veux aller contractualiser en direct avec mes clients? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je leur dis? Quel message je leur envoie? Qu'est-ce que je leur propose? Et donc ça, c'est les différents sujets qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui pour le coup. Bah, c'est parfait. C'est des sujets qui sont effectivement récurrents et notamment au sein du forum, il y a beaucoup de questions et beaucoup aussi d'interrogations sur cette posture, sur
finalement des flous qu'il peut y avoir entre l'intermédiaire et le client. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses liées à l'intermédiation comme ça. Donc on aura peut-être des questions. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Si j'y réponds pas, si je la pose pas tout de suite, c'est normal. Vous inquiétez pas, je suis là pour modérer les différentes questions que vous aurez. Voilà, on va faire en sorte que Karim puisse répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, Karim, ça fait quelques années que tu accompagnes des free et notamment dans le secteur de la tech. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'avais une question sur les défis 2025 parce qu'on est au tout début d'année et c'est pas forcément évident, soit pour ceux qui vont se lancer là tout de suite ou ceux qui sont déjà en activité. On a vu que voilà, c'était voilà des marchés qui évoluent beaucoup. Quels sont pour toi, par rapport à ton retour d'expérience, les défis que vont devoir relever les free en 2025? Ok. Alors, la meilleure façon d'y répondre, je pense, c'est de faire un petit peu le Père Castor raconte-nous une histoire et de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur l'actualité récente sur le marché pour remettre 2025 dans son contexte. En fait, sur l'actualité récente, on va dire sur les 6 dernières années, il y a eu 3 grandes phases au niveau du marché. Il y a eu la phase avant 2020, il y a eu la phase entre la fin du premier confinement et puis fin 2022, début 2023, et il y a eu la phase après 2023. Et ces 3 phases sont complètement différentes. Ce qui s'est passé avant 2020, il y avait déjà beaucoup de freelance sur le marché, il n'y a pas de souci, mais il y avait beaucoup de besoins. Les freelances pouvaient postuler effectivement sur des plateformes où il y avait beaucoup de besoins et ils se faisaient justement solliciter par des intermédiaires très régulièrement. Donc il n'y avait pas de souci, le marché était plutôt équilibré, pas de problème. Entre fin 2020 et fin 2022, début 2023, explosion du marché, mais dans tous les sens. Bon, ce que j'appelle une parenthèse enchantée est clairement une anomalie de marché. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de freelances qui se sont lancés, mais il y avait aussi énormément de besoins de la part des clients. Et en parallèle, on était encore dans une phase de confinement, déconfinement, ce qui fait que le full remote était très développé. Donc, on était dans une époque où les freelances étaient littéralement harcelés de missions, en tout cas pour la plupart des disciplines. Et chose un petit peu spécifique, c'est que même les profils qui étaient juniors arrivaient à trouver sans problème des missions grands groupes en full remote. C'était complètement affolant. À Ça, partir de 2023, ouais, ce que tu es en train de nous dire, Karim, c'est que cette période-là, qui était une période faste, où tout le monde voilà, pouvait négocier ses prestats, il y avait vraiment une facilité pour trouver des missions, on est d'accord que c'était pas la règle, c'est pas la règle d'un marché. C'est-à-dire que c'était vraiment c'est pas la norme. Oui, C'est pas la voilà. norme. OK. C'est pas la norme. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut pas s'en rendre compte si on s'est lancé en freelance en 2022. Parce que ou en 2021. On n'arrive pas à s'en rendre compte parce qu'on arrive sur un marché et on considère que ce marché, c'est le mode nominal. Et c'est pas du tout le mode nominal, en fait. C'était vraiment affolant. Alors, ça serait super que ça continue comme ça pendant 10 ans. Malheureusement, depuis 2023, incertitude géopolitique, financière, économique, internalisation, les clients qui deviennent plus frileux, etc. Et donc, le marché s'est rétracté. Mais la problématique, c'est que ça crée un effet ciseau parce qu'il y avait tout le temps autant de freelances qui se lançaient. Donc, on arrive maintenant dans une époque où on peut plus se permettre, en tant que freelance, d'utiliser les mêmes techniques pour trouver des missions qu'avant. C'est trop dangereux. Et moi, j'ai identifié 3 façons à travers lesquelles on peut justement surmonter les défis en 2025 d'un marché qui est un peu compliqué. La première chose, c'est dans un premier temps, bien comprendre son marché. La deuxième chose, c'est de diversifier ses sources d'acquisition de missions. Et la troisième chose, c'est de monter en compétence sur des choses que les gens détestent, c'est-à-dire ce qu'on appelle le marketing et la vente. Ces 3 façons, elles sont fondamentales en 2025. Sur la compréhension du marché, par exemple. Il est vrai, et on ne va pas se mentir, que dans les années qui précédaient, si tu ne comprenais pas très bien ton marché, l'offre et la demande, pas très grave en soi. Tu as une spécialité qui est un minimum porteuse, tu vas recevoir des choses, tu vas postuler, on va te répondre, ça va aller. En 2025, c'est plus compliqué, il faut comprendre le marché. Donc, sur le marché de type grand groupe, comment est-ce qu'on comprend son marché? C'est en identifiant les compétences qui sont bankable, en fait, qui sont recherchées. Et comment on fait pour le savoir, ça? Il suffit d'aller se balader sur les plateformes et de voir comment le type de boulot qu'on est capable de faire, comment c'est formalisé dans les intitulés de mission, comment c'est formalisé dans le contenu des missions pour trouver les bons mots-clés, les bonnes compétences, les bonnes combinaisons de compétences, etc. Il y a un gros travail à faire sur les plateformes, il y a beaucoup d'informations à récolter.
Et le mieux Ça, ensuite, c'est de... c'est un moyen, enfin c'est un moyen, c'est du temps qui va permettre d'être plus efficace après dans sa recherche de mission, dans son positionnement. Parce que souvent, on parle de veille, et la veille, on le sait bien, on le fait toujours un peu quand on a le temps, c'est-à-dire le vendredi entre 16h30 et 17h30 quand on a fini d'autres choses. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est que non, aujourd'hui, si tu devais avoir une chose à faire au départ, c'est bien comprendre son marché, Oui, et donc faire de la veille. oui. Sur le marché grand groupe, c'est fondamental. Pourquoi je Mm. parle de compétences sur le marché grand groupe? Parce que, en fait, le marché grand groupe, il va falloir passer dans la majorité des cas à travers un intermédiaire, et les intermédiaires, ils sont sensibles aux compétences. Donc, il faut aller chercher des mots-clés, il faut aller chercher des compétences, parce que c'est comme ça qu'on va vous retrouver derrière. Et si même demain, vous décidez de prospecter des intermédiaires, comme vous allez utiliser les bons mots-clés dans votre message de prospection et votre profil sera bien optimisé, ça va faciliter le travail. Donc, dans tous les cas, il y a ce travail à faire. Et moi, je vous conseille carrément aussi de compléter tout ça, toute cette data pour comprendre son marché, le marché grand groupe, avec des échanges avec les intermédiaires. Et le faire pendant que vous êtes en mission. La problématique de beaucoup de freelances, et ça, on va y revenir souvent pendant le webinaire, c'est que ils ne prospectent que quand ils sont à la recherche d'une mission. Ce qui est une grosse erreur, en fait. Il n'y a aucun métier au monde où on prospecte quand on a un besoin urgent de travail. Jamais. Et heureusement d'ailleurs, sinon, imagine dans les grandes entreprises, tout le département commercial, quand tout le monde est staffé, on va bien, et quand tout le Ouais. monde a plus de boulot, on arrête tout et c'est la fin du monde. Tu Et c'est vois? la difficulté C'est un quand peu on la est catastrophe. solo. C'est qu'en fait, on doit trouver du temps et jongler entre ces différentes casquettes. Et clairement, quand on est tech ou voilà, ou qu'on a toute la partie opérationnelle, chef de projet, développement, la partie prospection, projection, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est une question d'organisation. On pourra en parler un peu plus tard quand on va rentrer en détail dans la prospection, justement. Mais il faut considérer que la prospection, donc le fait de rentrer en contact avec des prospects, c'est pas un truc à part, en fait. C'est pas un truc optionnel. Ça fait Mm. partie de l'activité. L'activité, c'est pas 100% de livraison d'un service pour un client. Non, votre activité, donc, il y a la livraison d'un service pour un client, c'est fondamental, il faut bien le faire, mais il y a les à côté. Il y a rester en contact avec son marché, il y a rentrer en contact avec des prospects, ça fait partie de l'activité. C'est pas un truc optionnel qu'on se dit, bon, quand je chercherai quelque chose, parce que la meilleure façon de trouver des clients, c'est de rentrer en contact avec des prospects pendant qu'on est en mission, de rester en contact avec eux régulièrement. Comme ça, quand on cherche quelque chose, on se retourne vers des prospects qui sont tièdes, avec qui on a déjà eu des interactions. Le problème, c'est que beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est que ils sont focus sur une mission pendant toute la durée de la mission, et quand la mission se termine, ils se retournent en urgence vers des prospects froids. Et donc ça, c'est ultra stressant, quoi. Surtout quand le marché est un petit peu compliqué. Donc oui, il y a du travail à faire, il y a de l'organisation à avoir, ça c'est clair, on a rien sans rien, mais ça permet de lisser considérablement le stress, l'activité, et d'avoir quelque chose qui est plus régulier, quoi. On est d'accord aussi, Karim, que de rentrer en contact avec quelqu'un avec qui on a des contacts régulièrement, et régulièrement, c'est pas toutes les semaines, hein. Enfin, tu nous donneras peut-être un peu des astuces par rapport à ça. Ça veut dire quoi, entretenir ses prospects? Mais c'est vrai que c'est moins frustrant de rentrer en contact avec quelqu'un qui sait qui on est, qui est Oui, content d'avoir de nos nouvelles, que d'envoyer un mail à quelqu'un qui nous a pas vu depuis 2 ans et demi et qui sait même plus qui on est. Là, en termes d'ego et de confiance en soi, c'est déjà pas c'est pas facile de génial. discuter, mais c'est pas génial, effectivement. Donc, oui, C'est un oui. très bon point, c'est tu te retournes maladroitement vers des gens avec qui t'as pas discuté depuis 2 ans. Donc bon, tu vas commencer par un petit ça va depuis le temps. Bon, c'est déjà un peu grillé depuis le début, et après tu vas demander un boulot. Après, dans Ah, la vraie vie, quand on fait ça, c'est pas génial, quoi. non, Ça c'est passe pas sûr. très bien. Ok, ça marche. Donc là, tu nous disais, il y a donc deux points. Donc, faire de la veille, entretenir ses contacts, ses prospects. Est-ce que tu as d'autres points de vigilance, ou en Ouais. tout cas stratégiques, qu'il faut mettre en place? Il y a plusieurs choses. Donc, dans la partie compréhension du marché, il y avait pour le marché grand groupe, rentrer en contact avec des intermédiaires, regarder les plateformes, comment sont wordées, toutes les compétences, tout ça. Et pour la partie contractualisation en direct, on va regarder en détail aujourd'hui. Comprendre son marché, c'est comprendre des problèmes douloureux que l'on peut résoudre pour une cible spécifique en lien avec nos compétences. Donc c'est un autre game.
On va sur la contractualisation directe, on va pas aller attaquer les clients en disant que on a des compétences, est-ce que vous avez besoin de nous? Okay, ça marche pas super bien. La meilleure façon, c'est de le faire en fonction d'un problème douloureux qu'on est capable de résoudre pour. Et ça va nécessiter de comprendre son marché et pour le coup, pour bien se positionner sur son marché. Ça, on va le regarder un petit peu en détail plus tard. La notion de positionnement, elle est très importante quand on veut vendre ses services en direct auprès de clients. C'est très, très important. Et le deuxième aspect, c'était diversifier ses sources d'acquisition. Il y a quelques années, quand on a fait un petit peu le replay back, on va dire, de l'époque, on se disait, à l'époque, il suffisait soit de postuler, soit d'attendre qu'on nous contacte. Et ça fonctionnait bien. Il n'y avait pas de souci. Maintenant, on peut plus faire ça. Il faut développer des démarches qui sont plus proactives. Donc, soit faire de la prospection, rentrer en contact avec des prospects, apprendre à le faire. Et il y a aussi de plus en plus de gens qui se mettent à créer du contenu, justement, pour attirer des prospects à eux. Voilà. Et on va parler en détail des deux, parce que les deux approches sont complémentaires, mais une fois de plus, ça nécessite de l'organisation, de la méthode, de savoir itérer sur ce genre de choses et compagnie. Donc ça, c'est la diversification. Et la dernière, c'est la montée en compétence sur le marketing et la vente. Voilà. Oui. Ça, c'est des mots que n'aiment pas beaucoup les gens en règle générale. Quand on est freelance dans la tech, il faut qu'on soit commercial, créateur de contenu et en capacité de faire de la projection marketing et de répondre à un besoin client, identifier ses cibles. Voilà, ça, c'est tout ça. Ça, ce sont des compétences qui sont beaucoup liées aux soft skills. Mais qui sont pas négligeables. C'est ça que tu es en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie. C'est en termes de temps, par exemple, soyons concrets. Moi, voilà, je suis free, j'ai un projet actuellement, je suis sur un projet tech. Combien je dois passer de temps pour faire ça? Ça dépend sur quoi vous voulez évoluer. Moi, par exemple, juste pour vous donner un ordre de grandeur, parmi les freelances que moi j'accompagne dans mon programme d'accompagnement, qui dure plusieurs mois, ils passent en règle générale entre 7 et 10 heures par semaine sur le programme pour se former. Okay, parce il faut appliquer les choses, il faut faire les choses concrètement et compagnie. Après, une fois que le programme est défini, ça leur prendra moins de temps. Prospecter, ils peuvent faire 2-3 heures par semaine grand max, on est bon. Création de contenu, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais il faut mettre du temps dedans. Il faut mettre du temps pour se former, et ensuite il faut mettre du temps pour continuer la routine, soit de prospection, soit de création de contenu. Et c'est pas des choses à négliger, mais pas du tout. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est comme le marché est de plus en plus concurrentiel, si vous vous basez que sur les compétences techniques pures, ça va être compliqué. À part si vous êtes super bon dans votre domaine et qu'il y a très peu de gens qui sont bons comme vous, ce qui va faire la différence en général, c'est vos compétences en marketing et vos compétences en vente. Marketing, la capacité à se positionner sur un marché, c'est-à-dire à prendre ses compétences et à se dire sur quel marché je vais me positionner pour que ce soit bien valorisable. Il y a aussi toute la partie création de contenu. Et la partie vente, c'est comment je fais pour augmenter le plus possible ce qu'on appelle la valeur perçue de ce que j'ai à proposer. Ça, c'est très connu en vente, la valeur réelle, la valeur perçue, et en marketing. La valeur réelle, c'est la valeur dont vous savez intrinsèquement qu'ont vos services. Et puis la valeur perçue, c'est la valeur que votre interlocuteur perçoit de ce que vous vendez. La grosse problématique, c'est que pour la majorité des gens, la valeur perçue, elle est bien inférieure à leur valeur réelle. Ce qui est très frustrant, parce qu'on se dit, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris à quel point c'était important ce que je voulais lui proposer. Qu'est-ce qui va permettre de rééquilibrer ça? C'est des compétences, en particulier en vente. C'est primordial si vous voulez montrer aux gens ce que vous êtes capable de faire. Souvent, Karim, on entend quand même, puis les réponses qu'on a eues dans le chat le confirment, c'est qu'aujourd'hui, travailler dans la tech en direct sans avoir des intermédiaires, c'est hyper compliqué. Parce que voilà, le marché est construit comme celui-ci. Ça, c'est des sujets qu'on voit souvent chez Freework. Il faut accepter aussi que le marché est structuré de cette façon-là. Mais voilà, si on devait faire prendre le sujet à bras le corps aujourd'hui, parce que c'est vraiment le sujet qu'on souhaite aborder, pour faire lever ces freins de contractualiser en direct. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire? Alors, on a entendu toutes les recommandations, mais qui sont spécifiques au fait de contractualiser en direct avec un client. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme stratégie d'approche, un exemple concret peut-être en disant voilà, jour 1 je fais ça, j'envoie ça, enfin je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous confier? Alors, je vais vous donner les différentes approches
Après, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on utilise ces approches et le fait que ce ne sont pas des approches magiques. Euh, Ah, je peux vous assurer que si demain vous tombez sur quelqu'un qui vous dit j'ai trouvé le message de prospection parfait qui va t'assurer 80% de taux de réponse sur tes messages, fuyez. Mais c'est pas vraiment fuyez. Ou alors pareil pour la création de contenu sur les posts. Pourquoi est-ce que faut fuir? Parce que la prospection ou la création de contenu, ça dépend fondamentalement de votre positionnement. Si vous avez un positionnement qui est pourri, vous avez beau avoir un super message de prospection ou des super posts, ça prendra pas. Ça, il faut bien le comprendre, ça. Et ça veut C'est dire quelque quoi chose qui est un très important. positionnement pourri, Karim? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon LinkedIn, il est pas à jour, je parle pas avec les bons mots. Enfin, c'est quoi un positionnement pourri? Donc, un positionnement sur le marché grand groupe, ça va être exclusivement sur le type de compétences sur lesquelles vous allez vous positionner. Okay. Ça, c'est le positionnement grand groupe. Le positionnement pour contractualiser en direct, c'est le type de problème que vous allez résoudre pour une cible spécifique, etc. Je peux vous donner quelques exemples de positionnement pour de la contractualisation en direct, pour que vous compreniez. Okay. Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une personne qui faisait du développement de MVP d'une appli mobile sous iOS en 2 semaines pour un prix donné. Okay. Prix, je crois que c'était 5 000 euros, un truc comme ça. Ça, c'est un super positionnement. Pourquoi? On a le problème qu'il résout, le fait de sortir un MVP. Il le fait sur iOS, donc il se niche. MVP, il se niche. Il le fait en 2 semaines. Donc il va apporter un résultat différenciant par rapport à la plupart des gens qui disent je suis développeur iOS. Okay. Et il va le faire pour un prix donné, c'est-à-dire qu'il va venir combler une peur qu'a la plupart des prospects. Oui, mais ça va me prendre 15 ans. Voilà. En règle générale, quand vous avez une personne comme ça qui vous prospecte, et qui prospecte par exemple une startup qui a besoin de sortir un MVP, elle a de plus grandes chances qu'on lui réponde qu'une personne qui se présentera simplement comme un développeur iOS. Ça, c'est un exemple tout simple. Il y a d'autres exemples aussi de positionnement qu'on peut avoir pour contractualiser en direct. Vous pouvez aider, par exemple, si vous êtes consultant DevOps, par exemple. Vous pourriez aider les PME e-commerce à réduire le temps de chargement de leur site en optimisant l'infrastructure cloud AWS, par exemple. Voilà. Donc, on ne se présente pas simplement comme un consultant DevOps. Parce que la grosse problématique, si vous présentez comme ça, c'est que soit on va vous dire, écoutez, on a ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, ou alors on ne va pas vous répondre. Avec un peu de chance, on peut vous répondre. Si vous arrivez et vous taclez directement un problème, il y a de plus grandes chances qu'on vous réponde directement. Donc là, ce que dit Karim, c'est hyper important et c'est le plus difficile à identifier. C'est cette fameuse valeur ajoutée, c'est à quoi vous répondez comme problématique. Mais on peut avoir peur, Karim, aussi que ça nous ferme des portes. C'est-à-dire que si je fais ça, que ça, et que je vais voir mon client en disant je sais faire ça, est-ce que ça va pas me fermer des portes aussi? Parce qu'il peut avoir besoin d'autre chose. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça, c'est la peur numéro un. Et d'ailleurs, on a toujours le grand débat généraliste versus spécialiste, qui est un débat un peu pourri, à mon avis. Ce qui va être important quand on va viser un marché, c'est de viser une typologie de cible pour lequel bah, cette cible a de l'argent, ça va être important, et potentiellement un marché qui est assez gros, et le mieux, c'est qu'il soit en expansion. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas de problème sur ça sera trop petit et compagnie. Okay. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que la proposition de valeur, le problème que l'on résout, ça va juste servir à accrocher un client en prospection. Parce que les meilleurs messages de prospection sont basés sur des problèmes, autour des problèmes que l'on résout pour une cible. Une fois que vous avez votre prospect en call, voilà, vous pouvez discuter de beaucoup plus de choses, il n'y a pas de souci. C'est pas un truc qui est enfermé, où vous allez être enfermé à tout jamais, c'est la fin du monde. C'est Donc, souvent, faut pas avoir peur de ça. c'est vrai, c'est souvent une crainte. On a peur d'être trop précis parce qu'on se dit, bah, si on passe à côté, alors que effectivement, lors du rendez-vous, l'essentiel, c'est de décrocher son rendez-vous. Une fois qu'on est en rendez-vous, on peut Exactement. déployer d'autres stratégies justement et parler de tout ce qu'on sait faire. Ok, Exactement. donc n'ayez pas peur d'être précis. Donc après, on va aller vérifier avec Karim chacun de vos profils là qui vous écoutez et on va aller voir si c'est précis au niveau de l'offre de valeur. Non, c'est pas vrai, hein, on va pas pouvoir faire ça, mais c'est Non, mais hyper important. ça dépend aussi, Marie, de ce qu'on appelle, et ça, on pourra en discuter un peu plus tard. En marketing, il y a un truc qui est très connu, c'est ce qu'on appelle les niveaux de sophistication d'un marché. Bon, c'est un mot très compliqué pour dire à quel point vous avez des concurrents sur le problème que vous résolvez. Donc, je prends un exemple bête. Demain, moi, je veux me lancer dans le placement de freelance pour des freelances IT.
marché ultra concurrentiel, très compliqué. Niche déjà très concurrentielle. Euh, Comme le marché, il est déjà assez sophistiqué, il y a plein de gens qui font ça, tout ça, je vais devoir me démarquer d'une façon ou d'une autre. Par le type de résultat que je peux proposer, par le type d'obstacle que ma cible peut avoir et que je peux contourner. Je suis tombé dessus aussi, ça fait à peu près un mois ou 2 mois, mais j'ai déjà vu plusieurs personnes faire ça. Il y a des gens, des recruteurs, des intermédiaires qui sont souvent seuls ou en petite agence, qui ont la proposition de valeur suivante. On vous trouve votre freelance IT sous 24 heures. Très différenciant. Très différenciant. Et donc là, on va venir se différencier plutôt par le type de résultat que l'on peut apporter. Bon, je pense que c'est le métier le plus stressant du monde pour le coup, là, avec ce genre de proposition de valeur, Oui. mais ça accroche vraiment. Ça, quand ils vont prospecter ça, déjà le prospect, il va être un peu étonné, et on va pouvoir capter des gens qui recherchent des gens en urgence, et donc facturer plus cher, etc. Mais bon, je pense que c'est un peu stressant, quoi. Attention, oui, Une ça peut stresser. différenciation. Et puis attention aussi, peut-être de ne pas vendre tout et n'importe quoi, c'est-à-dire la promesse que l'on fait lors de ces approches-là, bah, il faut pouvoir la tenir. Il y a une réflexion qui a été faite sur le chat qui est intéressante, je vais te la transmettre. C'est oui, c'est bien de prospecter, c'est bien de garder des contacts, mais par contre, si on n'est pas disponible tout de suite, ou en tout cas, il y a une échéance qui est assez éloignée, on peut aussi frustrer un client. Qu'est-ce que tu en penses, ça? C'est très classique, hein. C'est très classique. Et d'ailleurs, si la plupart des freelance tech maintenant aiment bien se balader un peu sur LinkedIn, et ils ont déjà la réponse à ça. Déjà, si ça vous arrive, tant mieux. Il faut bien se rendre compte que c'est un problème de riche, hein. Tant mieux si ça vous arrive. Ok. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, Eh quand oui. vous allez rentrer en contact avec des prospects, vous allez d'ores et déjà dire que vous rentrez régulièrement avec des gens, etc. Donc le fait que vous soyez pas disponible à l'instant T, c'est pas un souci. Ok. Vous pouvez par exemple renégocier le début de la mission, renégocier les conditions d'exécution de la mission, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez aussi tout à fait faire ce qu'on appelle de l'apport d'affaires. C'est très populaire maintenant, en particulier sur LinkedIn. C'est-à-dire transmettre la mission à un freelance de votre réseau, pas de votre réseau d'ailleurs, et puis prendre une commission au passage. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apport d'affaires. Et moi, ce que je vous conseille aussi de faire en parallèle de prospecter, c'est aussi de vous créer un petit réseau de freelance au travers lesquels vous allez pouvoir donner ce genre de choses, okay, proposer ce genre de mission, etc. Donc en fait, ce genre de remarques que l'on peut avoir dans sa tête, c'est, je pense, s'inventer des difficultés avant qu'elles arrivent. Et je comprends que c'est la raison pour laquelle les gens n'osent pas prospecter pendant qu'ils ont une mission. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais on propose quelque chose? Ouais, Mais en oui. fait, il y a plein de solutions possibles. Il y a plein de solutions possibles. Et j'ai envie que ça vous arrive, ça. Même. C'est vrai. Vous avez, Bah, vous avez dites-nous, 5 hein, 10 si ça missions vous arrive par mois, vous régulièrement. ne pouvez pas les prendre. Oui, dites-le nous, hein, si ça vous arrive régulièrement dans le chat. Il y a d'autres free qui sont peut-être disponibles pour venir Bien prendre sûr. vos missions, enfin en tout cas travailler avec vous. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment un aspect collectif et collaboratif qui peut aussi prendre de la valeur quand on est aussi Bien sûr. un peu ce hub de mission. On peut avoir beaucoup de valeur pour la communauté. Donc c'est hyper intéressant. Ok, est-ce que sur la partie approche client, il y a des messages qui sont des questions autour de ces fameux messages percutants? Comment tu t'y prends? Enfin, comment tu accompagnes? Est-ce qu'il faut faire des messages sur LinkedIn? Est-ce qu'il faut faire du mail? Voilà, j'ai envie de savoir un peu voilà, les rouages, si tu peux nous en donner quelques-uns. Ouais. Ok. Sur de la prospection, déjà, avant toute chose, j'ai insisté sur le fait que c'était pas magique. Pourquoi? Parce que la prospection, c'est 3 choses. Il faut apprendre la méthode. Ensuite, il faut savoir comment analyser ces résultats. Et ensuite, il faut savoir comment itérer par rapport à tout ça. C'est fondamental de comprendre ça parce que si on est là, on envoie 10 messages un jour et que personne répond et qu'on dit la prospection ça marche pas, on n'a rien compris. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, la base de la prospection, c'est le bon positionnement. On y reviendra un petit peu plus tard. C'est très très important aussi. Il y a différents types de prospection qui sont possibles. Moi, la prospection que je préconise et que j'enseigne, parce que c'est la plus simple pour la majorité des gens, c'est la prospection par LinkedIn et la prospection par mail. Ce qu'on appelle de la prospection multicanal, pour le coup sur 2 canaux. Donc on commence sur LinkedIn, donc on rentre, on essaie de rentrer par la porte, et si la porte elle marche pas, on passe par la fenêtre, tout simplement. Okay. On l'entend Euh, souvent ça, hein, commercialement parlant, mais ça peut faire un petit peu Exactement. peur quand même, hein, moi je suis pas commerciale, on me dit de rentrer par la porte, puis par la fenêtre, est-ce que je vais pas saouler les gens avec qui, j'ai envie de travailler finalement? Il y a un truc, bon, ça vient des Américains.
Ça vient des Américains, ils sont toujours un peu, ils ont une mentalité un peu différente de la nôtre. Pour décoincer un peu les gens sur tout ce qui est vente, ils disent euh, si demain vous aviez la cure contre tous les cancers, est-ce que vous passeriez pas votre temps à prospecter pour proposer cette cure? Bon, American style, on est d'accord. Mais considérez que vous, c'est pareil. À partir du moment où vous résolvez un problème qui est douloureux, c'est votre devoir d'aller les proposer aux gens, tout simplement. Les gens sont toujours prospectés. Par contre, il faut prospecter de façon propre, c'est-à-dire avec des messages qui sont personnalisés Ah, et qui alors sont déjà, ça tournés fait un bon autour. point. Voilà, ça c'est important. Ne faites pas de prospection automatique. Pas au début, ne faites surtout pas ça. Prenez votre temps pour faire des messages de prospection personnalisés. La majorité des messages de prospection se structurent de la façon suivante. En général, vous avez un prétexte de contact, qui est la première phrase du message, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous allez contacter les gens. Et le reste du message est en fait un copier-coller que vous pouvez faire. Parce que dans le reste du message, vous allez poser votre proposition de valeur, vous allez donner un petit peu de preuve sociale sur des expériences passées, et vous allez faire un call to action pour inciter la personne à prendre un rendez-vous. Ce genre de message, vous aurez jamais de problème. Il y a extrêmement peu de personnes qui vont vous insulter ou quoi que ce soit, même si vous les relancez 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Au pire du pire, Euh, c'est l'indifférence. c'est l'indifférence. Voilà, en termes de relation, le pire de ce qu'on peut recevoir, c'est soit un message de non merci, soit effectivement pas de retour. Oui, mais même le non merci. C'est la raison pour laquelle, avant de se lancer sur la prospection, il faut bien avoir bossé son positionnement pour comprendre le type de problématique que peut avoir sa cible. Parce que si vous rentrez en prospection sans avoir bossé votre positionnement et que la prospection ne fonctionne pas, vous ne saurez pas. Est-ce que c'est parce que le problème que je résous n'intéresse personne ou est-ce que c'est parce que ma méthodologie de prospection doit encore évoluer? Et donc là, vous allez être dans le flou complet en fait. C'est pour ça qu'il faut bosser euh, ce fameux problème qui est le cœur de nos messages de prospection. Et après, il faudra faire des relances aussi. Ça fait peur à beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer un message, il y a beaucoup de gens qui vont pas vous répondre. Et c'est pas forcément qu'ils sont pas intéressés, hein. Ça peut être une des raisons. Mais il y a d'autres raisons. Peut-être qu'ils ont vu votre message, on les a appelés pour prendre un café, ils y sont allés. Ou alors ils se sont dit, ah, c'est intéressant ce message, tiens, j'y répondrai demain parce que je dois aller voir Squid Game. Bon, voilà. Il y a plein de raisons qui font que on peut vous répondre que plus tard. Donc il faut absolument faire des relances. Et la règle d'or dans les relances, c'est qu'il faut toujours apporter un petit peu de contexte supplémentaire, un petit peu de valeur supplémentaire par rapport au message précédent. Parce que si vos relances, c'est juste, est-ce que tu as vu mon message? Est-ce que tu as vu mon message? Est-ce que tu as vu mon message? Là, on risque d'avoir la pollution. Ça, c'est quand même dommage. Et puis on a un petit côté un peu automatique. Enfin, quand on entend ce type de relance, instinctivement, celui qui le reçoit, il dit oui, bon, en fait, il est en train de refaire toutes ses relances. Ah, parce qu'on vit tous Ouais, dans le même univers aussi, Karim, hein. Je pense qu'il faut pas se voiler la bien face. sûr, bien sûr. Voilà, on reçoit tous des messages de prospection sur LinkedIn, on reçoit tous des choses des fois qui tombent de je ne sais où. Donc d'où l'importance de personnaliser et de savoir quelles problématiques peuvent avoir les interlocuteurs. Parce que ça aussi, ça arrive. Hein. Enfin, autant de rien envoyer que d'avoir un message qui tombe à côté. Ouais, C'est un peu ouais compliqué. et en fait, tu vois, c'est qu'on est tous dans le même bain. On reçoit toujours des messages de prospection. Euh, et j'avais entendu une phrase un jour que je trouve extrêmement juste et qui disait l'efficacité d'une technique de prospection est inversement proportionnelle à sa popularité. C'est-à-dire que plus on utilise une technique de prospection, moins elle va être efficace. Aujourd'hui, en 2025, le simple fait de personnaliser va augmenter grandement votre taux de réponse. Vous n'allez pas avoir 100% de vos messages qui vont être répondus, bien sûr que non. Mais vous allez avoir plus que si vous vous dites, je vais envoyer ça à 1000 personnes, comme ça j'ai juste à cliquer une fois, et puis voilà, il y a bien une ou deux Ouais. personnes qui vont me répondre. Ça Est-ce va que ça, suffire. c'est valable pour les grands groupes, pour les PME, les startups? Est-ce que c'est valable pour tout? Comment je trouve mes interlocuteurs? J'y vais comme ça? Enfin, voilà, comment je peux m'organiser par rapport à ça? Bah, moi, ce que je conseille, alors, pour les recruteurs, vous pouvez les trouver assez facilement sur LinkedIn, la version gratuite, mais dès que vous voulez trouver les gens de façon beaucoup plus précise, le mieux c'est d'utiliser Sales Navigator. Sales Navigator, c'est une des versions premium de LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez plusieurs versions premium, plusieurs versions payantes. Les deux versions qui sont les plus efficaces sont donc la version recruteur pour les recruteurs,
qui est très utilisée par les intermédiaires, etc. Et puis la version Sales Navigator pour tout ce qui est prospection B2B. Ça vous permettra de trouver les gens avec beaucoup de précision par rapport à l'effectif de la boîte, par rapport à la tagline de la personne, depuis combien de temps elle est là, la zone géographique, etc., etc., etc. Moi, je conseille 16 Navigator à 200% pour trouver les gens. Ensuite, il suffit de rajouter ces gens et puis de leur envoyer des messages de prospection. Et si les gens n'acceptent pas votre demande d'invitation au bout d'une semaine ou deux, vous avez essayé de passer par la porte, ça marche pas, vous passez par la fenêtre. C'est-à-dire passer par la fenêtre, c'est-à-dire par le mail. C'est-à-dire passer par le mail. Voilà. Ok, ok, ça va. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des workflows de prospection. Moi, ce que j'enseigne, c'est des workflows assez simples, mais dès que vous rentrez dans la prospection poussée, vous avez des workflows de prospection avec 35 points de contact sur plein de canaux différents et Ouais. compagnie. Il faut faire simple au début. Faire Oui, et simple. surtout qu'encore une fois, là, on s'adresse quand même à des personnes qui sont solo, normalement. Et donc, Surtout. voilà, au niveau de l'organisation, il faut pas non plus partir dans tous les sens. Ça, c'est peut-être aussi un conseil qu'on Non, il peut faut faire un donner. truc simple. Voilà, un truc simple. Ok, super. Et donc, bon, alors imaginons, je décroche un rendez-vous. Voilà, super. J'ai prospecté, j'écris mes messages, j'ai un retour positif. Comment je me mets en valeur? Je parlais tout à l'heure de positionnement, de mon expertise. Après, faut serrer, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me mettre en avant par rapport aux autres? Rapport aux autres. Ok. Euh, pour moi, il y a 4 choses à faire pour bien mettre en avant son expertise. On est d'accord, hein. Faut pas oublier un truc, c'est que notre expertise, on l'a, on sait ce qu'elle vaut, mais les gens en face ne savent pas. Il faut comprendre, partir de ça à la base. Il y a 4 façons justement de bien mettre en avant son expertise. Ok. Avant même d'arriver devant un prospect, d'ailleurs. Dans un premier temps, se positionner sur un problème douloureux qui correspond à nos compétences. Ça, c'est la première. C'est comme ça qu'on valorise vraiment ses compétences. C'est en les mettant au service d'un problème douloureux pour une cible donnée. La deuxième chose pour valoriser son expertise, c'est d'apprendre à rentrer en contact avec des prospects. Ça peut peut-être paraître évident ce que je dis, mais c'est fondamental. Si vous ne savez pas rentrer en contact avec des gens, ça sert à rien. Et ensuite, vous allez vous retrouver face à un prospect, un CTO, un Head of Data, un Engineering Manager, que vous avez réussi à accrocher grâce à un message de prospection bien fait, avec un problème qui est vraiment douloureux, il a accepté de vous prendre. Donc, règle numéro 1, vous allez vous retrouver face à un être humain qui ne va pas vous donner une fiche de mission. Ça, c'est primordial à le comprendre. Il n'y a pas de fiche de mission. Vous allez vous retrouver face à une personne, en visio ou en call, qui va te dire écoute, bonjour, bonjour Alain, oui, tac, tac, tu as un message de prospection, ok, il y a ce genre de problème. Bon, il va arrêter de parler. Comment on fait sans fiche de mission? La première chose à faire qui est super importante, c'est ne parler surtout pas de la solution que vous voulez mettre en place. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Considérez que quand vous avez un prospect en face de vous, en fait, il est à 2 kilomètres physiquement de vous. Et donc, vous essayez de lui parler d'une solution, mais il est trop loin. Vous ne pourrez jamais lui parler, ça sert à rien. Donc, il faut le rapprocher de soi. Comment est-ce qu'on rapproche un prospect pour qu'il devienne réceptif à une solution? C'est en lui posant des questions sur les problèmes qu'il a. Et exclusivement ça. D'ailleurs, le premier call que vous avez avec un prospect, ça sert que à ça, normalement. Qu'on appelle un call de qualification. Donc le but, ça va être de poser des questions autour du problème qu'il a, des questions techniques, des problèmes sur quelle alternative il a essayé pour tenter de résoudre son problème, des questions sur quel est le degré d'urgence, à quel point c'est douloureux, vous devez comprendre tout ça. Ça sert à plusieurs choses, ça. Premièrement, ça sert vous à comprendre si vous serez capable de résoudre le problème ou non. C'est bête à dire, mais au moins vous aurez les vraies infos. La deuxième chose, à faire prendre conscience au prospect du problème qu'il a. Parce que la vérité, c'est que la majorité des prospects n'ont pas pleinement conscience du problème dans lequel ils sont. Donc il faut faire monter le niveau de conscience de son problème pour qu'il comprenne tous les tenants et aboutissants. C'est fondamental de faire ça. Et ensuite, ça sert aussi à générer de la confiance. Quand vous ferez tout ça, vous allez rapprocher votre prospect de vous, il va devenir réceptif à une solution, et c'est là où vous allez pouvoir dire, écoutez, monsieur le prospect, par rapport à ce que vous m'avez dit récapitulatif, je peux vous préparer quelque chose, une solution que je pourrais vous présenter lors d'une visio, vous calez la visio et vous faites votre entretien de vente dans un second. Et là, vous allez mieux accrocher votre prospect et vous n'aurez même pas parlé de la solution. Donc, vous êtes juste intéressé. si j'entends bien, Karim, là, c'est ce que tu nous dis, c'est attention sur le premier rendez-vous. Donc là, c'est super parce qu'on décroche un rendez-vous
avec quelqu'un qui n'a pas forcément eu de besoin direct. Donc, il faut lui permettre de travailler son besoin et d'identifier. Et pour ça, on ne parle pas de soi. On parle du client. On ne parle pas de soi. Parle du client. Ça, c'est un piège On va parler aussi, hein, client. qu'on fait très souvent instinctivement parce que dès qu'on est un peu stressé, bah, c'est plus facile de parler de soi que de parler des autres. C'est le sujet qu'on connaît le mieux, normalement. Donc, attention de ne pas laisser la place aux clients. Il y a une question et des réflexions qui sont faites autour du fameux référencement. OK, on rencontre une personne en direct et puis elle nous dit bah oui, mais nous, pour travailler avec nous, il faut passer par un tel et un tel. Comment ça se passe dans ces moments-là? Quel conseil tu donnerais? Il n'y a pas de conseil. Si jamais, de toute façon, si vous visez des grands groupes, dans la grande majorité des cas, vous devrez passer par un intermédiaire. C'est pour ça que moi, pour le marché grand groupe, je ne conseille pas de prospecter des décisionnaires de grands groupes. Ça sert à rien. En général, on va vous rebalancer sur les intermédiaires. Ça sert à rien du tout. Ok. Par contre, quand vous allez mettre en place tacler des startups, des PME, etc., elles n'auront pas de processus de référencement achat. Ce processus, il faut comprendre à quoi il sert. Parce que des fois, c'est un aspect, c'est une espèce de golem et on ne sait pas à quoi ça sert. Ça, ce processus, il est mis en général en place pour commencer à rationaliser tout ce qui est achat de prestations intellectuelles, faire des économies, etc. Si vous visez une PME qui a 150 personnes, elles ne sont pas à ce niveau, en fait. Elles ne sont pas à ce niveau encore. Ça va être au bout de plusieurs centaines de personnes que ça va commencer à arriver. Seul petit détail, c'est que des fois, vous allez viser des PME, sauf que ces PME, c'est en fait des filiales d'un grand groupe. Et très souvent, ce qui se passe dans ces cas, c'est que la PME filiale va hériter du processus d'achat du grand groupe. Et dans ce cas, effectivement, c'est grillé. Donc, si on vous dit processus référencement achat, ben vous passez, vous respectez le truc. Parce que le processus, donc c'est un processus au niveau des achats. Si vous voulez le contourner, il faut obtenir une dérogation du processus. Et ça, c'est l'aventure. Ça va prendre 15 millions d'années, les cycles de vente seront beaucoup trop longs. Dans ce cas, il ne faut pas se prendre la tête par rapport à ça. Après, il faut, Mais bon enfin, sang pour un sujet ça simple. n'empêche pas, si on a envie d'intégrer une entreprise avec laquelle on a une valeur ajoutée à intervenir, ce fameux Ouais. besoin, on sait qu'on peut y répondre, rien ne nous empêche de rentrer en contact avec certains acteurs de l'entreprise, on est bien d'accord. Même si derrière, ça demandera peut-être un référencement. Est-ce que c'est possible ça ou pas? C'est-à-dire, Imaginons, je sais que chez Orange, j'ai quelque chose qui peut apporter une solution. J'ai très envie de travailler avec eux, mais ils ont X boîtes de SN référencées, c'est même ils ont leur propre SN, enfin bref, c'est les méandres pour s'y retrouver. Mais j'arrive à rentrer en contact via LinkedIn auprès de quelqu'un avec qui ça match et j'ai réussi à décrocher un rendez-vous. On est bien d'accord que je continue et que c'est cette personne-là qui va m'orienter. Est-ce que ça c'est ouais, possible ou pas? c'est une bonne question. C'est une très bonne question que tu poses. La majorité des gens avec qui vous allez discuter, ce sont des prescripteurs de besoins. Ça va être des chefs de service. Ça va être des gens en général qui ont souvent des positions de management, etc. Ou des gros chefs de projet, tout ça. Donc des gens qui prescrivent le besoin. Okay. Les prescripteurs de besoins dans les entreprises, ce ne sont pas les gens des achats. Les achats leur imposent de prescrire leurs besoins pour ensuite suivre le processus, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans beaucoup d'entreprises, les achats et les prestataires de besoins, ils s'entendent pas très bien. Ça, il faut bien comprendre. Donc, ils sont obligés de suivre le processus parce que c'est la règle, faut pas faire n'importe quoi. Mais vous allez arriver sur un cycle de vente beaucoup plus long. Vous allez devoir faire comprendre à votre prescripteur de besoins qui doit rentrer en contact avec des gens des achats pour essayer de négocier, pour obtenir une dérogation. Ça va être trop. Pour moi, c'est vraiment de l'énergie un petit peu gaspillée. Ça peut Ok. marcher, attention. Ça peut marcher pour la gloire, pour si. Mais c'est quand même beaucoup d'énergie gaspillée quand même. Il y a des choses qui sont plus simples. Ok. Donc là, le conseil, si j'entends bien Karim, c'est que malgré tout, faut rester si on veut contractualiser en direct avec les clients, faut rester sur des tailles de boîtes pas trop grosses, qui n'ont pas en tout cas de Ouais, système de processus achat trop structuré, pour pouvoir voilà, parler en direct avec le besoin, quoi. correct. En gros, c'est ça. Absolument. Après, Ok. attention, il y a des grands groupes qui n'ont pas de processus de référencement Oui, achat. Ça existe. oui, Ok. ça existe. Est-ce que tu as Mais la oui, il liste? faut Est-ce que viser tu as la liste, start-up, Karim? PME. Pardon? Est-ce que tu as la liste de ces entreprises? J'ai quelques boîtes en tête. Mais comme c'est des gens que j'ai pu accompagner, alors ils ont obtenu la mission avant que j'arrive, hein, enfin avant qu'on commence à bosser ensemble.
Je leur ai dit que j'en parlerai pas parce que ça commence à se. Bah, Après, je crois qu'il y a des gens, je pense à une personne en particulier qui vend cette liste sur Internet, sur LinkedIn en ah oui. particulier. Donc Ouais, bon, là, il y a encore pour il les y a un petits marché. curieux, Ok. pour les petits Bah, curieux, voilà. allez voir. Après, on peut faire des liens assez rapidement sur des besoins sur des plateformes. Chez Freework, évidemment, on a beaucoup d'offres de missions et de jobs. Rien ne vous empêche d'aller identifier les clients en direct qui proposent des offres, sachant qu'effectivement, c'est une réalité sur Freework. Il y a beaucoup d'intermédiaires, puisque ça reste quand même la structuration première du marché, avec voilà, des gros volumes de besoins. Mais, soyez vigilants, enfin, restez en veille, cette fameuse veille, puisqu'on pouvait avoir des offres en direct. On a des petites questions sur l'expertise et sur les engagements. Tu nous disais tout à l'heure qu'il faut pouvoir mettre en avant son positionnement et aller là où bah, est faible chez le client, quel problème on résout. Est-ce que le positionnement au résultat, c'est-à-dire l'engagement au résultat, tu parlais tout à l'heure d'un certain temps, par exemple en 2 semaines, je vous fais quelque chose, etc. Est-ce que ça c'est bien comme positionnement? Question normande, ça. Bah, ça dépend ce que vous recherchez, hein. J'imagine que la personne fait référence à ce qu'on appelle le forfait, la vente au forfait. J'ai pas C'est-à-dire, d'informations complémentaires, Karim. ouais. Je transmets. Je pense que c'est ça au résultat. Parce que, en fait, c'est vrai qu'en prestat pour des techs, par exemple, il y a deux types de prestats. Il y a les prestats avec engagement de moyens, donc on vend au TJM, au temps passé, et il y a des prestats avec engagement de résultat. Voilà. Moi, parmi les gens que j'accompagne, il y a beaucoup de gens que j'aide justement à vendre au forfait. Ok. Il y a une chose qu'il faut bien savoir, c'est que ce soit les startups, les PME, etc., le forfait, la régie, c'est juste un mode de contractualisation, c'est tout. Tout découle du problème qu'ils ont. À partir du moment où vous pouvez apporter une solution, vous pouvez la vendre en ce que vous voulez. Et d'ailleurs, le forfait, ça marche encore mieux parce que vous vous mouillez et vous allez vendre quelque chose de concret et vous allez vous mettre dedans. Euh, le forfait, c'est bien pourquoi? C'est bien parce que, c'est bête à dire, mais souvent vous allez pouvoir travailler en full remote. Pour les gens qui aiment bien ça, c'est quand même une bonne chose. Mais c'est aussi bien parce que vous allez pouvoir facturer plus cher que si vous faisiez le travail en régie. Ok. Normal, vous prenez des risques, donc il faut facturer grand minimum 30-40%, grand minimum que si vous le faisiez en régie. La problématique, c'est qu'il faut apprendre à le faire. Et deuxièmement, ne commencez pas par des forfaits à 50 000 euros. Parce qu'il y a des gens qui se disent, je vais commencer à vendre au forfait, je vais partir sur un énorme truc. Non, commencez par des petits forfaits au début. 3K, 4K, 5K, 10K, grand max. Très simple. Faites tout le cycle. La prospection, le call de qualification, préparer la proposition commerciale, la vendre, et puis délivrer le service. Faites tout le cycle sur des petites choses pour vous mettre un petit peu dans le bain, et après, vous pourrez choisir de vendre des choses qui sont plus grosses, sachant que le forfait, il faut être encore plus discipliné sur la prospection. Encore plus discipliné. Parce que Pourquoi? si vous commencez à vendre des petits forfaits à gauche, à droite, il va falloir faire rentrer mécaniquement du business régulièrement, par opposition à une mission longue où vous serez tranquille pendant plusieurs mois. J'ai une question, Karim. Quelle est la différence que tu fais, toi, entre le forfait et la régie? Ce que j'ai dit juste avant, la régie, ce que j'appelle la régie, c'est au TJM, donc un engagement justement de moyens. Vous êtes payé au jour, par exemple, ou à l'heure, ou ce que vous voulez. Et le forfait, c'est un engagement de résultat. Vous allez dire, monsieur le prospect, pour faire votre truc, ça va vous coûter 17K. Voilà. Avec un jalonnement de paiement, etc., quand ça commence à être un peu gros. Et c'est tout. Tandis que la régie, vous pouvez très bien avoir dépassé les 17K et toujours pas avoir de résultat. Tout simplement. Ok, ça marche. Et pour toi, aujourd'hui, en termes de positionnement, les deux sont tout à fait valables. Quand on veut contractualiser en direct avec un client, est-ce que c'est mieux de faire du forfait? Est-ce que c'est mieux de faire de la régie? Ouais. Quand je dis la régie ou le forfait, c'est un mode de contractualisation, ça veut dire c'est un détail. C'est un détail. En fait, les forfaits, vous n'allez pas les trouver dans la nature. Ouais, mais il faut parler Les d'argent quand forfaits, même. Donc, à un moment donné, ça peut être un peu oui, mais déstabilisant. non, mais justement, ça ensuite, c'est vos compétences en vente qui vont faire que. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, après, il faut pas faire n'importe quel type de forfait. Très souvent, tout ce qui est start-up PME préfère les forfaits. C'est Ok, bête à dire, mais au moins vous vous engagez et vous faites des trucs. Par contre, quand vous vendez au forfait, faites super attention à le périmètre d'activité de livrables que vous allez fournir,
tout ce qui est hypothèse exclusion, notamment sur les données d'entrée, sur le type de choses que vous devez avoir à dispo pour travailler, sur la dispo du client dont vous allez avoir Mm. besoin Mm. pour regarder des choses, etc., sur votre planning, sur le jalonnement de vos paiements et compagnie. Là, il faut être propre sur ça. Si ça, vous le faites pas propre, vous allez partir sur un forfait, vous allez perdre de l'argent. Parce que ça va Ouais. prendre plus de temps, parce que Et vous aurez mal abordé les choses. ça demande peut-être d'être un peu plus expert. Je pense aux juniors hein, qui se lancent ou c'est pas facile d'évaluer ce temps qu'on va mettre pour faire une réalisation. Donc, Est-ce que c'est très plus bonne, facile quand très on est expert? bonne question. Euh, En fait, non. Mais pourquoi? Parce que il y a deux façons de vendre au forfait. Soit vous vendez un forfait personnalisé par rapport aux besoins d'un client sur des trucs spécifiques, des compétences que vous avez. Là, en général, il faut avoir un peu d'expérience pour savoir comment bien aller creuser le besoin et formuler un forfait justement qui cale bien à ce que demande Là, il faut d'expérience, oui. D'ailleurs, c'est les gens que j'accompagne, ils sont plutôt dans ce genre de choses en général. Ok. Par contre, vous pouvez aussi, en tant que junior, vendre des offres. Vendre des offres, c'est-à-dire des trucs packagés, justement, avec un résultat spécifique que vous allez vendre 2 000 euros, 3 000 euros, voilà, pas des sommes extraordinaires, voilà. Sur des trucs très, très spécifiques, très, très, très nichés, justement. C'est une des façons qu'un junior a de se différencier, d'ailleurs. Mais ça va nécessiter beaucoup de prospection, beaucoup de volume de prospection pour réussir à accrocher les gens. Donc en fait, il y a vraiment les deux cas. Mais le forfait pur et dur en mode personnalisé sur mesure, oui, il faut de l'expérience. Il faut de la bouteille, c'est ça qu'on cherchait le Il faut de la terme. bouteille. La bouteille. Ouais. De toute façon, enfin, si j'entends bien Karim, c'est que euh, pour pouvoir être efficace et pour pouvoir quelque part travailler avec les entreprises que l'on souhaite, il faut quand même monter en compétence sur plein de choses. Faut pas attendre que ça arrive parce que souvent on dit je suis en recherche d'emploi, je suis en recherche de mission. Voilà, mais est-ce que ça veut dire quoi être en recherche concrètement? C'est Bah, en fait, je pense qu'il faut avoir une vision un petit peu pessimiste de la vie quand on est dans cette façon de réfléchir. Il faut se dire, de toute façon, moi, je vaux quelque chose, je le sais. Mais les gens, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Et d'ailleurs, c'est pas de leur faute. Je leur ai jamais montré. Je les ai jamais approchés. Ils peuvent pas savoir si je vaux quelque chose. En fait, il faut vraiment avoir cette vision. C'est peut-être une vision un petit peu brutale, mais c'est la vérité. En fait, LinkedIn, j'avais fait un post sur LinkedIn il y a quelques jours sur ça. LinkedIn est rempli de gens qui sont très forts dans ce qu'ils font, mais les seuls à être au courant, c'est eux-mêmes. C'est terrible. très- c'est C'est terrible. terrible. Donc, tout ce qui est vente, marketing, c'est fait pour valoriser ces compétences techniques qui vous ont pris du temps à travailler, à développer. Ça sert juste à ça. Ça sert à les sublimer et les faire remonter pour les montrer au monde. Ça sert juste à ça. Ça sert pas à faire des choses qui sont pas éthiques, parce que souvent à la vente, on pense à des choses un peu négatives, à des pratiques un peu douteuses. Non, 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 c'est pas ça. Ouais, C'est tout pas le monde ça, a c'est besoin juste, de vendre pour pouvoir vivre. Et puis de toute façon, qu'on soit en recherche de mission ou d'un job, quelque part, la posture est un peu identique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir valoriser bien ce sûr, que l'on fait et comment on le fait bien. Ça, c'est sûr. C'est bien sûr. sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu aurais d'autres, un conseil, un dernier pour la route? Parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais les minutes passent. Euh, voilà, qu'est-ce que si tu devais laisser, voilà, une empreinte aujourd'hui pour Freework, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais? Je vais le mettre sur les différents aspects. Un truc pour le positionnement, un truc pour la prospection, un truc pour le code de qualif et un truc pour la vente. Comme ça, les gens Allez, s'en c'est rappellent. parti. Notez bien. Le, posi- le positionnement se focus sur un problème qui est douloureux. La seule façon de savoir si un problème est douloureux, c'est dans un premier temps d'identifier dans votre expérience le type de problème que vous avez résolu. Utilisez ChatGPT pour ça. Puis sur cette base, rentrez en contact avec des prospects de votre cible pour voir s'ils ont ce genre de problème. C'est la meilleure façon de le savoir. Quand vous voulez étudier un marché, rentrez en contact avec des CTO, des head of blablabla, pour aller leur poser des questions pour voir s'ils ont ce genre de problème. Fondamental. Donc le positionnement, problème douloureux, intersection entre ce que demande le marché et ce que vous savez faire. Ça, c'est fondamental de chez fondamental. Prospection, personnalisée, centrée autour du problème que vous résolvez, qui doit être un problème douloureux, et à la main, pas d'automatisation. Faites pas d'automatisation, ça va vous mettre droit dans le mur.
Surtout, vous n'avez pas besoin de 50 clients par mois en plus. Pôle de qualification, vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose. Vous vous concentrez 100% sur les besoins du client. Vous lui posez des questions dessus. Dites-vous bien que quand vous êtes en face de lui, il n'est pas réceptif à votre solution, il s'en fiche. Vous êtes peut-être la 5e personne qu'il a eu aujourd'hui, qui était là pour lui proposer le nouveau SaaS à la mode ou la nouvelle prestation. Non. Focus à 200% sur votre client. Essayez de comprendre à 100% quelles sont ses problématiques. Qu'est-ce qu'il a essayé? À quel point c'est douloureux? Intéressez-vous à prendre beaucoup dessus pour ensuite lui ouvrir une perspective de solution à la fin. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, pour la vente, suivez la séquence suivante. Au début, vous re-rentrez en qualification. Vous re-rentrez en qualification parce que potentiellement, il y a de nouveaux acteurs qui vont arriver quand vous allez présenter votre offre. Vous re-rentrez en qualif. Vous demandez à votre prospect ou vos prospects d'acquiescer par rapport aux choses pour vous assurer que derrière la solution va être impactante. Puis vous présentez votre solution, puis vous traitez les objections. Plus vous aurez fait une qualification de qualité, moins vous aurez d'objections. Et on dit toujours qu'en vente, la vente commence à la première objection. Avant, on s'échauffe. Voilà. Donc ça, c'est les choses les plus importantes qu'il faut se rappeler. Très simple, mais Efficace. que les gens s'en rappelleront. Bah, Efficace. écoute, merci beaucoup, parce que de toute façon, on a un replay, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre des notes, bah, ne vous inquiétez pas, vous retrouvez le live sur la page de Freework. Karim va sûrement le partager aussi, encore. Et puis, vous pouvez aussi le retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup, Karim, parce que c'était très précis, très clair. C'est un sujet Avec qui plaisir. mériterait d'être retraité encore une fois, donc peut-être avec plaisir pour revenir travailler avec toi et pouvoir avancer avec toi. En tout cas, on sent bien le coaching et le mentorat et c'est hyper agréable d'avoir voilà des tips précis et de pouvoir avancer sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous avez été très nombreux. On se retrouve bientôt. Merci Vous à retrouvez vous, Karim sur LinkedIn, bien évidemment. N'hésitez pas. comme Et puis d'habitude. nous, on se retrouve sur notre plateforme avec plaisir et on se dit à très vite. Merci beaucoup, Karim. Ça marche. Merci à vous. Merci.